Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Dans ce dernier épisode consacré à la maturation du whisky, je vais aborder l'influence de l'état du fût sur la maturation, selon qu'il soit neuf, de premier ou de second remplissage. Dans l'épisode 10, vous m'avez entendu dire que j'avais dû arrêter mes expériences de maturation au bout de 24 heures. Pour quelle raison ? Eh bien car je voulais pouvoir réutiliser le morceau de chêne utilisé dans mon expérience témoin, afin de l'immerger à nouveau dans 10 centilitres de corn moonshine. Si j'avais attendu trop longtemps, mon morceau de chêne aurait cédé trop d'arômes et de couleurs dans mon échantillon témoin, tel qu'il n'aurait rien pu transférer au nouveau distillat dans cette ultime expérience. Ai-je décidé arbitrairement d'arrêter l'expérience au bout de 24 heures ? Non. J'ai tracé la courbe représentant l'absorbance de l'échantillon témoin en fonction du temps qui passe, au fur et à mesure que j'effectuais mes mesures. Et j'ai décidé d'arrêter l'expérience quand j'ai estimé que la courbe était devenue suffisamment horizontale, mais pas complètement horizontale, car sinon cela aurait indiqué que mon fût avait déjà transféré au distillat tout ce qu'il pouvait transférer. À partir de ce moment fatidique, l'idée était de réitérer l'expérience avec le morceau de chêne usagé, que l'on peut considérer maintenant comme un fût de premier remplissage, puisqu'il a servi une fois. En anglais, on appelle ce type de fût des first fill. J'ai effectué les mesures d'absorbance au même moment que l'expérience témoin, et j'ai pu tracer une deuxième courbe notée E, que j'ai superposée avec la courbe de l'expérience témoin. On constate qu'un fût de premier remplissage travaille bien moins qu'un fût neuf. Voici une photo comparant les deux échantillons ayant maturé pendant la même durée, soit 24 heures et 30 minutes. La différence est flagrante. J'ai aussi pris une photo une semaine après le début de l'expérience pour l'échantillon E, et vous constatez qu'il n'a jamais rattrapé l'échantillon témoin en termes de couleur. Un fût first fill a moins à donner qu'un fût neuf. On peut aussi présenter les résultats de cette expérience dans l'autre sens, à savoir que par rapport à un fût de premier remplissage, un fût de neuf travaille trop. C'est une des raisons pour laquelle vous ne trouverez jamais de bourbon de plus d'une vingtaine d'années, alors qu'il n'est pas si rare de trouver des scotch bien plus âgés. Au bout d'une telle durée, un fût neuf va complètement écraser le distillat pour en faire un quasi jus de bois, alors qu'un first fill aura une action plus modérée, quoique importante, sur le produit final, pour une durée équivalente, et toute chose étant égale par ailleurs. Une autre raison est l'influence du climat, mais on l'a déjà évoqué dans l'épisode 9. Je n'ai pas fait l'expérience, mais par extension, un fût de second remplissage travaille moins bien qu'un fût de premier remplissage. Les distillateurs qui ne veulent pas que l'action du fût masque leur travail initial, à savoir le choix de la céréale, des levures, des points de coupe, préfèrent souvent utiliser des fûts de second remplissage, moins actifs, dans le cas de maturation longue. Si vous trouvez que les whiskies d'entrée de gamme vendus dans les centres commerciaux sont insipides, c'est parce que les fûts utilisés pour la création du whisky en sont peut-être à leur 9e ou 10e utilisation. Essayez de tordre 10 fois d'affilée une éponge et dites-moi s'il en sort encore quelque chose la 10e fois. Je voulais apporter un autre élément de réflexion sur la maturation en fût. Pour conclure sur l'influence de la surface du bois, épisode 8, de la température, épisode 9, du traitement thermique du fût, épisode 10, ou de l'état du fût, j'aurais pu me contenter de prendre des photos comparatives en fin d'expérience, avant, après. Pourquoi diable me suis-je foulé à tracer des courbes ? Eh bien pour tordre le cou à une idée fausse qui dit qu'un 20 ans d'âge est 2 fois meilleur qu'un 10 ans d'âge, ou disons qu'un 20 ans d'âge donne 2 fois plus d'arômes qu'un 10 ans d'âge. Dans le cadre de mon postulat de départ, qui consiste à dire que l'absorbance d'un échantillon est proportionnelle au nombre de molécules aromatiques contenues dans celui-ci, alors je peux démonter cette idée avec n'importe laquelle des courbes que j'ai tracées depuis le début. La preuve en image. Les meilleures années, c'est-à-dire les années les plus efficaces de la vie d'un fût, sont les premières. C'est presque triste à dire, mais le meilleur rapport quantité d'arômes sur âge va au whisky de 3 ans d'âge. On pourra relever 2 types de comportements de consommateurs, 2 parmi tant d'autres. Ceux qui misent sur le rapport qualité-prix, et ceux qui veulent mettre le prix nécessaire pour une qualité attendue. Remarquez que je fais un gros raccourci ici entre prix et âge. Un whisky n'est pas plus cher parce qu'il est plus âgé, il l'est surtout parce qu'il est plus rare, parce que les fûts âgés sont plus rares en ce moment. Le temps d'immobilisation d'un fût dans un chai représentant un impact minime sur le prix final d'une bouteille. Mais bon, on est bien sur science et whisky ici et non pas sur économie et whisky, alors je m'arrête là. Passons plutôt à la dégustation des produits que j'ai fait maturer lors des expériences que j'ai évoquées dans les derniers épisodes. Ok, donc d'abord on va
comparer 2 à 2 chaque flacon. Donc le flacon témoin, on a toujours cette note un peu végétale qu'on avait dans le corn moonshine de départ. Il y a un peu de vanille. L'influence du bois a clairement apaisé la vigueur du produit de départ. Maintenant, si je compare avec le flacon C, donc dans lequel on a eu du fût non toasté, il y a moins de vanille dans le C que dans le témoin. Et le C paraît beaucoup plus immature que le témoin. Maintenant, si on compare le témoin et le D. Le D est clairement plus vanillé, plus caramélisé, beaucoup plus proche d'un produit fini tel qu'on en trouve dans le commerce. Le témoin est un peu palo en comparaison. Vous voyez, beaucoup plus rond, crémeux pour le D. Et alors si on compare le témoin et le E, donc qui ont quasiment la même couleur, donc qui en théorie ont reçu la même quantité d'arômes, donc moi je m'attends à voir la même chose. L'un a été considéré comme un fût neuf et l'autre comme un first fill, donc on va voir s'il y a une différence. Normalement il n'est pas censé en avoir si on se fie à la couleur. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Et alors c'est là où je suis assez surpris parce que la vanille est plus marquée dans le E que dans le témoin. C'est très doux et subtil, beaucoup moins frontal que dans le E, que dans le D, pardon. Aucune note végétale dans le E, aucun signe d'immaturité. On a une vanille très légère, mais de la rondeur déjà. Alors, on va tester en bouche le témoin. Ok, donc ça me rappelle vraiment le produit de départ, qui est déjà rond quand même, qui est encore marqué par le maïs, et on a de la vanille qui vient arrondir un petit peu les angles. C'est pas si immature que ça. Les notes végétales sont réduites au minimum, je dirais. Alors je me suis rincé la bouche entre les deux. Je vais goûter maintenant le C. Beaucoup plus aiguisé, avec des notes boisées. Ça picote. Là, on a le côté épicé du bois. Bah, ça se marie pas si mal avec la rondeur du maïs. Mais ouais, là c'est raide, pour le coup. Donc clairement, ça recoupe la discussion qu'on avait eue sur le côté filtre du bousinage, qui n'existe pas ici, du coup, parce qu'il n'y en a pas. Alors à l'inverse, avec celui-ci qui est fortement bousiné, assez rond, je m'attendais à un peu plus rond, j'avoue, mais on a des notes chocolatées, qui viennent clairement du bousinage du fût, enfin, du morceau de bois. Alors le E maintenant, c'est assez rond, mais on a quand même les petites notes végétales du témoin. La différence est assez minime en bouche entre ces deux-là. On va mettre un petit peu d'eau, parce que là on est quand même à plus de 60 degrés, je rappelle. Alors on y retourne sur le nez. Oh, le bois ressort beaucoup plus maintenant. Là, c'est flagrant. Et lui, il est tout palo, là, le témoin. Toujours les notes végétales en bouche pour le témoin. Les épices plus marquées pour le C en bouche. Mais pas dominante, ça va. Pour le D, c'est limite fruité, limite fruit noir, c'est marrant. Ouais, le D m'apparaît définitivement plus rond en bouche et plus abouti que le témoin. Ça, c'est vraiment une surprise. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette série d'expériences sur la maturation en fût. J'espère qu'elle vous aura intéressé. S'il y a des gens très motivés et très courageux, envoyez-moi un petit message. Je peux vous envoyer quelques centilitres de ces flacons. A bientôt pour un prochain épisode.